Allez, c'est parti. Merci Léo d'être avec nous. J'ai l'habitude de démarrer ces interviews avec des questions un peu décalées. Ça permet de rentrer dedans sans se prendre la tête. Raconte-moi ton week-end, comment il s'est passé? Bah, du coup, le week-end, tranquille, j'ai profité un peu de la famille. J'étais ici, après on a eu une séance d'entraînement également. Donc du coup, il n'y a pas eu vraiment de... Je suis venu au centre d'entraînement, on a planifié la semaine, et voilà, Ok, c'est un bon génial. week-end. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ton job? Bah écoute, c'est vrai que les premiers jours en fait où je suis arrivé, euh, bon déjà, faudrait expliquer un peu l'histoire de comment je suis arrivé ici, le recrutement, etc. Mais c'est Yes, vrai que on va y venir. Ouais, non, c'est vrai que le cadre, en fait, quand je suis arrivé ici directement, bah, tu es tout de suite saisi en fait par la beauté du centre d'entraînement. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un moment assez fort de découvrir l'équipe de travail avec qui je suis actuellement, même les joueurs. Parce que le step, tu sais, quand tu passes dans le monde professionnel, il y a toujours un peu voilà, cet effet un peu voilà, de découverte, quoi. Donc c'est vrai que c'est un moment fort pour moi. Ok, super, génial. Mais du coup, on y vient. Présente-toi si on se croise, voilà, si on se croise et qu'on te demande, Léo, tu fais quoi dans la vie? Bah, du coup, ouais, bah, moi je m'appelle Léo Nouvian, donc je suis sport scientist. Là, j'ai actuellement 29 ans. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille à l'AS Monaco. Avant ça, donc j'ai commencé par un parcours, j'ai fait la filière STAPS, donc rien de très extravagant. J'ai suivi tout mon cursus STAPS. J'ai fait un petit peu tous les parcours. J'ai commencé par les anciens diplômes qu'on appelait métier de la forme, donc pour commencer à travailler en salle de sport. Ensuite, je me suis orienté assez rapidement vers la nutrition et puis vers l'entraînement sportif. Donc j'ai commencé en fait en entraînement sportif. J'ai fait mes premiers stages au PFC, là où on s'était peut-être croisé déjà. Yes. Je bossais avec l'académie. Voilà. Donc du coup, c'était la première expérience que j'ai eue vraiment dans le foot en tant qu'encadrant. J'avais eu que quelques aventures d'entraîneur avant, mais à petit niveau. Tu sais, quand tu passes les modules, CFF1, BMF, etc. À la suite de ça, donc je fais également 1 an et demi au Paris FC. Et donc après, donc en parallèle, j'ai continué mes études. Donc là, j'arrive sur un master entraînement que j'ai fait à Bobigny. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de continuer mon stage au PSG, donc sous la tutelle de Karim Ader, qui était à l'époque le responsable performance du centre de formation. À la suite de ça, donc moi je continue en fait au PSG, donc je travaille avec les catégories de jeunes. Ce qui était bien, c'est que là-bas on avait déjà tout l'aspect sport science qui était un peu construit, ce qui fait qu'on utilisait déjà les GPS depuis les U14, U15. Donc j'ai pu trouver une place en fait en tant que sport scientist avec les jeunes. On était deux. Et donc après, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir l'accès à Monaco sous, sous le biais d'un concours qui a été organisé. En fait, c'était une candidature via LinkedIn. Donc l'intérêt, c'est que tu avais quand même pas mal de candidats et ils ont voulu faire un process en fait de recrutement qui était assez original. C'est-à-dire que c'était regroupé en plusieurs parties. Donc la première, c'était évidemment sur dossier. Ensuite de ça, donc tu avais des entretiens visio. Donc là, tu étais déjà dans le step 2. Et ensuite, tu avais donc un recrutement pratique où tu devais venir sur place. Et donc tu avais une épreuve, voilà, on te donne un jeu de données, donc on te demande qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça, présente un rapport construit, et puis évidemment, donc tu présentes ton rapport comme si tu étais en situation devant un coach, devant un corps décisionnel dans un club. Et du coup, donc c'était vraiment une expérience assez incroyable parce que tu es là, tu arrives, on te demande, en fait, on te challenge, hein, effectivement. Et donc voilà, on était, il me semble, ouais, 3, 4 candidats à la fin. Et du coup, bah, j'ai eu la chance d'être sélectionné. Et me voilà ici. Ok, super, le parcours, on en avait discuté. C'est vrai que le process est génial que tu m'avais raconté sur ces étapes de recrutement. Je trouve ça top. Euh, et d'ailleurs, j'ai lu il y a quelques jours une publication là, sur les réseaux de Stéphane Morin où il parlait. Alors, je te résume rapidement, je ne sais pas si tu l'avais vu. Il expliquait en gros que dans les années 90,
les gens qui sortaient de la filière STAPS, ES, ils voulaient faire entraîneur. Dans les années 2000, ils voulaient faire préparateur physique. Dans les années 2010, ils voulaient faire data scientist. Et maintenant, en 2020, ils veulent faire responsable de la perte. C'est quoi concrètement ta définition du data scientist ou du sport scientist? En fait, du coup, quand tu es sport scientist, selon moi, c'est vraiment apporter une valeur ajoutée liée à toute l'activité qui concerne le terrain. Donc, c'est vrai qu'on peut être tenté, voilà, on peut très bien décrire ces nouveaux métiers. On a l'impression que voilà, l'évolution, plus il va y avoir de métriques, plus il va y avoir d'outils, plus il va falloir absolument toutes les utiliser. C'est vrai que nous, on s'aperçoit aujourd'hui que la réalité, c'est vraiment de choisir, en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est la réalité, hein, mais l'intérêt pour nous, c'est vraiment de choisir des métriques qui sont les plus pertinentes possibles, qui ont le moins de coûts d'utilisation, on va dire, que ce soit aussi bien humain, matériel, et vraiment qu'il y ait un retour effectif sur le terrain. C'est-à-dire que toute la méthodologie, je pense, du sport scientist, c'est vraiment d'accompagner tout ce qui va être, donc voilà, effectivement, le coach, les adjoints, les analyses vidéo, à vraiment construire en fait leur méthodologie liée à ce qu'ils veulent voir justement en pratique, quoi. Ouais, voilà. Du coup, tu viens de mettre le doigt sur un aspect important, c'est-à-dire que en fait, le métier est forcément, c'est un peu comme tout, est différent selon la méthodologie du coach, parce que les métriques que vous utilisez, ce ne sera pas les mêmes dans tous les clubs de Ligue 1 et dans d'autres sports. Bien sûr, bien sûr. Surtout que, voilà, partons de l'exemple voilà, d'un rapport de match. C'est vrai qu'on peut avoir une sensibilité différente sur les métriques qu'on va utiliser en fonction voilà, du schéma tactique, en fonction de est-ce qu'on a passé le match à défendre, est-ce que nos joueurs ont plutôt sprinté vers l'arrière. Il y a pas mal de métriques qu'il faut vraiment mettre en corrélation, je pense, avec la réalité de ce qu'on voit sur le match, sur le terrain. Très bien. Du coup, ce qui veut dire que le sport scientist, maintenant, arrive à extraire d'un jeu de données brut un rapport et ça, tout ce process, il est automatisé sur différents outils que vous utilisez. Alors oui, effectivement, ça c'est vrai que c'est une de mes grandes missions, donc d'automatiser, de permettre un gain de temps dans ce qu'on peut appeler la routine quotidienne de travail. Et l'idée, c'est vrai que toutes ces tâches, en fait, à partir d'un certain point, on est arrivé donc à automatiser un peu tout. Je pense qu'il faut toujours garder l'œil humain derrière pour corriger justement s'il y a des petites erreurs, s'il y a des choses comme ça qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'on a vu durant la séance ou durant le match. Je pense que le regard en fait d'une séance ne pourra jamais se subdiviser en fait à l'automatisation de cette donnée. On est toujours obligé de repasser derrière et de confirmer, oh bah ok, ça c'est ce que la machine a sorti, c'est ce qu'on a automatisé, et ça c'est ok avec ce qu'on a vu pendant la séance. Excellent. Et est-ce que du coup, vous faites des groupes de travail quotidiens avec alors, je dirais un petit. Enfin, j'ai une question après sur le staff, mais j'ai vu que c'est un staff hyper conséquent. Mais disons que sur le côté perf, vous faites des points tous les jours sur ces données, sur les décisions qui vont être prises pour animer les séances d'entraînement et sur les bilans. Comment ça se Bien passe? sûr, bien sûr. Alors en fait, on a un fonctionnement sur des réunions collégiales avec tous les parties prenantes du staff, que ce soit le corps médical ou aussi bien le staff performance. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on fonctionne très bien en équipe. Voilà, on a trois prépas, deux sport scientists. Après, tu as un corps médical avec plusieurs kinés également, deux médecins-chefs. Juste pour ne citer que, mais c'est vrai que voilà, on arrive tous les jours à s'accorder, donc avec la houlette bien sûr de nos responsables performance, qui sont donc Yann Lemeur, James. Euh, donc grâce à avec leur impulsion, donc on arrive à organiser les réunions quotidiennes, hebdomadaires, et du coup à chaque fois on essaie de recouper toujours les besoins du joueur et les besoins du collectif. On arrive toujours à balayer ces deux champs de vision. Ok. Et est-ce que du coup, vous intervenez, enfin, toi en tant que sport scientist, uniquement sur le fonctionnement, je dirais, collectif de l'équipe, ou est-ce que parfois ça vous arrive de jeter un œil sur les joueurs blessés, sur la raquettisation, sur des axes, disons, transversaux? Oui, bien sûr, mais comme tu dis, c'est vrai que on peut souvent être sollicité donc voilà, par exemple par des collègues kinés. C'est vrai que par exemple, s'il y a un article de littérature qui peut nous intéresser sur une certain type de pathologie ou sur un processus de rehab, c'est vrai que là, on peut être sollicité.
ou alors pour voilà, suivre une charge hebdomadaire de quelqu'un qui est blessé, d'un joueur qui souhaite se rapprocher le plus rapidement du terrain, quels sont ses besoins à la semaine, on peut effectivement être sollicité et apporter, le sport scientist peut apporter son aide à ce niveau-là. Ok. Et concrètement, du coup, comment se passe une journée type, toi, au sein de l'AS Monaco? Alors, bah, du coup, ouais, la journée type, c'est vrai que donc, tu arrives le matin, donc, tu as la première réunion. En fait, c'est la réunion du jour, comme je pense qu'il y a dans tous les clubs. Voilà, c'est la réunion où tu mets un peu tout à plat, tu expliques le programme de la journée. On reçoit également le programme enfin, la séance du coach. Ensuite, on va décrypter, mettre en accord est-ce que tel ou tel joueur est plutôt adapté ce jour-là. Donc vraiment, on organise en fait la journée. Elle est organisée à partir de ce moment-là. Ensuite, tu as donc les CPK. Donc ça, c'est un outil de mesure qu'on fait quasiment quotidiennement quand même. Donc c'est la On, prise on- de je- sang. ouais, on avait vu, j'ai vu une vidéo il y a quelques temps qui est sortie sur les réseaux. Rappelle à ceux qui écoutent ce que c'est, les CPK. Ouais, donc les CPK, c'est un marqueur de biofatigue musculaire. Donc du coup, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Et on s'est aperçu que voilà, il y a beaucoup de pertinence, notamment les lendemains de match, euh, lendemain d'entraînement, de séances dures à J+3 ou J-4. On voit que c'est un marqueur qui réagit pas mal à la fatigue musculaire, notamment aux séances de musculation en salle. Donc voilà, en fait, on mesure quotidiennement avec une goutte de sang, hein, c'est assez rapide à faire, mais c'est vrai que ça nécessite effectivement un staff, parce que tu as une machine, tu as quand même pas mal de consommables, donc d'un point de vue pratique, ça prend aussi le sens d'avoir un staff, des sport scientists qui peuvent s'en occuper. Et on s'est aperçu que c'est quand même une mesure qui réagissait très bien à la fatigue et à la charge d'entraînement. Qui vous apporte du coup de l'objectivité dans vos Exactement. décisions et pas simplement est-ce que tu es fatigué, oui, non, parce qu'on sait que sur ces Ouais, ouais. questionnaires, on peut toujours avoir des. Et puis je pense que c'est quand même une belle richesse d'avoir un tel outil ici. On a cette chance-là, donc c'est vrai que autant l'utiliser. En parallèle de ça, on le couple avec des données de wellness. Donc on a des questionnaires, simplement déjà par des brefs échanges avec les joueurs le matin en arrivant. On a une espèce de sas où les joueurs passent et on prend un petit peu la température. Salut, ça va, tu vas bien. Il faut aussi que les échanges restent humains quand même. Yes. Donc voilà, donc on a toutes ces choses-là. Une fois que toutes ces données sont collectées, donc tu as les retours qui sont faits donc, aux différentes parties prenantes, coach, tout le monde. Et du coup, là après, donc, on prépare la séance, préparation des GPS, préparé pour chacun, mise en place de l'antenne pour l'utilisation du live sur la séance. Voilà, la séance se déroule, on collecte les données, rapport, et du coup, après, donc, il y a les phases de débrief. Et ensuite, la journée continue si jamais on veut travailler sur des projets pour le club. Ok. En termes d'intervention pendant la séance, est-ce que ça vous arrive d'intervenir? Est-ce que l'organisation est faite de manière à ce que ce soit le staff technique, prépa, qui gère les contenus, ou est-ce que ça vous arrive à dire on a atteint les cibles en bloc? Ouais, ouais. Alors en fait, il y a un gros travail de prédiction de séance qui est fait, notamment avec mon collègue Bruno Marier. Donc du coup, on prédit pas mal comment les séances vont se dérouler sur des charges en fait externes. Donc l'idée, c'est de prédire un petit peu à l'aide de moyennes mobiles. Sur des jeux réduits, on a une grosse banque de données et c'est vrai que ces jeux réduits sont assez. On observe assez peu d'écart en fait en fonction des jours. Après, à part si vraiment il y a des différences dans le style de coaching, dans la température, enfin, dans la météo. Enfin, il peut y avoir plein de facteurs qui font bouger Ah oui. la charge externe d'un exo. Et donc cette prédiction, nous on est sur le bord du terrain, on a les outils live, donc avec le GPS, on utilise du Apex chez StatSport. Et c'est vrai que leur interface iPad est vraiment bien faite. Et du coup, donc ça nous permet d'avoir un live, enfin, d'avoir un retour direct sur les cibles qu'on s'est données en début de séance et de voir directement est-ce qu'on a dépassé, est-ce qu'on est bon dans les clous.
et de faire un feedback au coach instantanément. Ok. Et également, est-ce que si les cibles ne sont pas atteintes, vous, vous donnez la possibilité au staff, aux prépas responsables de la perf de rajouter des top-up, des entretiens de Exactement. séance? Exactement. Ouais, il y a un système de top-up. C'est vrai que tu t'aperçois que si par exemple tu t'es donné une cible en sprint à faire avant la séance, si le joueur ne s'est pas forcément poussé ou il ne se sentait pas bien échauffé, bah, tu vas plutôt lui rajouter le top-up à la fin de la séance pour essayer de coller avec les attentes. Mais ça peut être également la même chose avec un exercice. On peut très bien aller voir le coach et lui dire, écoute, bon, bah là, tu as l'espace, on est un peu plus bas aujourd'hui, les joueurs sont peut-être un peu moins motivés. Tu peux rajouter une séquence de jeu réduit, de possession. Tu peux y aller, on est bien. C'est génial. Ça veut dire que la confiance, elle est en fait la même sur tous les membres du staff et que la logique, elle est vraiment de chercher la performance à tous les instants et quand il faut bosser, il faut bosser, quand il faut récupérer, il faut récupérer. Ouais, exactement. Puis l'idée pour nous, c'est vraiment de ne pas du tout être une contrainte pour le football. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de s'entraîner en football. Et l'idée, c'est vraiment que la charge externe ne soit pas un obstacle lors de la séance, quoi. Exactement. Et je reviens juste sur la banque de données. Tu parlais de vos prédictions grâce à vos banques de données et aux moyennes que vous gériez sur les séances et les semaines précédentes. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on fait un jeu réduit, qu'on connaît les dimensions, qu'on connaît les, les variables de management, les consignes, le nombre de touches de balle, etc., vous restez logiquement toujours sur les mêmes temps de travail ou est-ce que ça peut varier d'une semaine à l'autre? Alors effectivement, oui, ça peut varier, hein. C'est toujours du contextuel, hein. Tu peux avoir par exemple un jeu réduit et le score est défavorable ou pour une des deux équipes, donc tu rajoutes une manche. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. J'ai parlé tout à l'heure du coaching, j'ai parlé voilà, les dimensions. Ça peut très bien être l'ajout de remplaçants, l'ajout de flotteurs. Ça peut être, voilà, il y a plein de facteurs. Il y a eu pas mal de papiers, hein, notamment sur la planification en termes de jeux réduits qui ont été faits. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur ça. Ok, top. Donc, si je résume un peu votre mission, je parle du Sport Scientist, de ton rôle, de celui de Bruno. Vous êtes en fait des facilitateurs et des soutiens pour l'ensemble des facteurs de la perf. Tu as évoqué plus en détail là, le côté gestion des données. Et un peu évoqué plus tôt tout à l'heure le côté recherche et biblio. Comment ça se passe ce côté? Bah, c'est vrai que on travaille beaucoup avec la biblio, hein, on essaye d'être au maximum, pas influencé, mais on essaye vraiment de s'appuyer sur la littérature scientifique. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus ça va, plus nos recherches s'affinent vers les thématiques qui sont pertinentes sur le terrain. Voilà, ça peut être par exemple les articles qu'on peut rechercher aujourd'hui, ça va être surtout sur de l'épidémiologie, sur des mécanismes de blessure, appuyé sur de la vidéo. Voilà, on essaie vraiment de rentrer le plus possible dans le vif du sujet. Yes. Et sur notre fonctionnement au club, en tout cas sur la biblio, c'est vrai que effectivement, enfin, évidemment, on travaille avec des collègues qui sont très avancés aussi, avec Yann Lemeur, etc., Bruno. Sûr. On est très avancé sur la méthodologie scientifique. Donc, Et vous cherchez du coup à, tout comme les rapports de données de charge externe, extraites des GPS, à transmettre les informations le plus simplement possible. J'avais écouté Bruno il y a quelques mois de ça, qui disait qu'il faisait aussi des fiches. On parle du staff depuis tout à l'heure, mais aussi pour les joueurs. Vous pouvez transmettre des données aux joueurs. Comment ça se passe, c'est ces marrant que tu échanges-là? dis ça parce que ouais, pas plus tard que tout à l'heure, il y a encore un joueur qui est monté, qui est venu voir dans le bureau parce qu'il était intéressé par ces données. Donc, il voulait voir un peu ces données de match, ces semaines. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez récurrentes ici. On s'aperçoit que les joueurs, en fait, enfin, l'objectif pour nous, c'est aussi de susciter un intérêt de leur part. Ça peut très bien être, voilà, après la séance,
ils peuvent venir voir un peu leur performance, on leur explique un peu leur profil, mais ça peut très bien aussi être à la fin de la séance. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on utilise le live sur l'iPad, donc c'est vrai qu'ils aiment bien après la séance venir consulter leurs données. Donc on essaye en fait à chaque fois d'avoir le plus de clarté possible quand on leur présente leur perf. Et c'est vrai que notre mission est réussie quand on arrive à faire passer l'information. C'est super. Et tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'on travaillait sur de l'humain, que ce soit dans le staff, avec les joueurs. C'est parfois difficile, moi je me rends compte aussi, à faire comprendre des choses. Alors, on a l'impression que des fois, c'est mathématique. J'ai fait un volume de course ou j'ai fait un nombre de sprints. Mais des fois, j'ai des sensations qui sont bonnes. Des fois, j'ai des sensations qui sont moins bonnes. Ça ne reflète pas toujours la performance au final. Il y a des facteurs qui influencent grandement ça. Comment tu arrives à faire comprendre aux joueurs, au staff que tout est contextuel et que ça peut varier aussi et que ce n'est pas aussi clair et facile qu'on le pense? Ouais. Je pense que un des meilleurs outils, c'est l'outil vidéo. C'est vrai qu'avec la vidéo couplée à la donnée physique, bah, on s'aperçoit tout de suite de ce qui s'est passé. Voilà, ça peut très bien être en match. Voilà, par exemple, là, tu as fait tant de sprints à telle intensité, mais peut-être que c'est pas ton meilleur match en sprint, mais si on regarde le contexte du match, bon, bah, tu n'avais peut-être pas l'espace pour sprinter. Tu étais face à un bloc bas, il y a eu très peu de contre-attaques. Voilà, c'est vrai qu'on essaie de s'appuyer beaucoup sur des variables contextuelles. Parce que voilà, ça joue vraiment. Et est-ce que le joueur arrive à comprendre aussi ce côté-là? Parce que des fois, enfin, ça dépend aussi de la façon dont on communique avec eux, mais ils ont tendance à regarder que les chiffres et à se noyer un peu dans les chiffres et à oublier rapidement le contexte du match, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, je pense que c'est là qu'est toute la difficulté, hein. Évidemment, c'est pas parfait dans l'explication. On essaye toujours, il y a toujours des points à améliorer, bien sûr. Tu essayes toujours d'être le plus clair. Mais je pense qu'il faut vraiment voir le rapport GPS, en tout cas, comme un niveau de contrainte déjà dans un premier temps, qui explique le niveau de contrainte du match. Voilà, il y a eu tant d'accès, il y a eu tant de décès, tu as fait tant de distances parcourues au total. Et là, à côté, il y a la réalité tactique, c'est-à-dire que tu t'es déplacé de cette façon-là, tu as sprinté plutôt vers l'avant, donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Alors, il faut vraiment réussir à bien imbriquer en fait ces deux plateformes entre guillemets pour vraiment essayer de faire comprendre au mieux, quoi. Bien sûr, ouais. Mais on y travaille toujours. Et C'est encore une toujours des fois, ouais, améliorations. voilà. Je pense que tous les jours, on essaie de progresser sur ce côté-là, parce que j'ai encore vu des données de littérature il y a quelques jours là, sur des rapports de la dernière Coupe du Monde et aussi des rapports de la dernière Ligue des Champions. Et en fait, tu t'aperçois que vraiment tout est contextuel. En fait, d'une compétition à l'autre, que ce soit une Coupe du Monde qui est étalée sur 3 à 4 semaines et un championnat, ben en fait, ce n'est pas les mêmes stratégies d'équipe. Bien sûr. Les facteurs de la perf influencent grandement chaque résultat, quoi. Ah oui, non, mais pour reprendre juste la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'équipe de France, si on prenait que les données, on va dire simplement externes, on s'aperçoit que ça n'a pas été, ils n'ont pas fait une énorme activité par rapport à d'autres équipes. Donc c'est qu'il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte, bien sûr. C'est ça. Euh, J'aime bien le côté hybride du coup de ce que tu nous as présenté avec les différentes casquettes, que tu sois là pour le staff technique sur le terrain, que tu sois là pour gérer, enfin, en soutien pour la réathlétisation et les joueurs blessés, sur les nutritionnistes. Le staff, enfin, j'ai regardé sur le site, mais vous êtes plus d'une vingtaine dans le staff. La collaboration entre toutes les sphères, est-ce qu'elle est quotidienne, est-ce qu'elle est hebdomadaire? Alors, je me doute qu'avec les gens qui gravitent autour de la performance, elle est forcément quotidienne, mais avec le médical, avec nutritionniste, psychologue, comment tout se passe, ces relations? Alors bah, du coup, il y a des réunions quotidiennes qui sont organisées. Et c'est vrai que sur ces réunions, on essaye tous voilà, on se partage les informations clés, c'est-à-dire voilà, qui est présent, qui s'entraîne, qui est adapté, qui est blessé.
Et c'est vrai que voilà, le fait déjà de partager, en fait, d'avoir ce fonctionnement toujours de clarté d'information, ça permet déjà d'être tous alignés au niveau voilà, du fonctionnement simplement du club. Après, pour ce qui est voilà, des différentes parties, voilà, parce qu'on a également des psychologues, on a des nutritionnistes, donc c'est vrai qu'on a un staff assez étoffé, mais l'idée, c'est vraiment toujours de fonctionner dans l'intérêt du joueur et de la performance. Yes, je pense, l'intérêt pour tous les staffs qui soient plus ou moins fournis. Et c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on met toute l'énergie. Parce que c'est ce qui nous caractérise, c'est quand même qu'on est des gens passionnés, généralement. Bien sûr, Euh, il faut être passionné. Ouais. Il faut ouais, il être faut très être passionné, passionné parce que ça va être un métier de passionné. ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Euh, pour clôturer le côté mission et job, je reviendrai parce que c'est aussi un peu à la mode et on voit beaucoup des fois de l'utilisation de données et des statistiques utilisées par des journalistes maintenant. Euh, Vous, au sein de la cellule perf, enfin, si tu devais choisir trois métriques, quelles seraient-elles? Alors, c'est assez compliqué, mais c'est ouais, 3 métriques. Bon, déjà, la première, ce serait le sprint, évidemment. Alors, en fait, enfin, ce qu'on appelle sprint, ça peut être tout ce qui est la distance parcourue au-dessus de 25 km/h. Voilà, ça Là, regroupe le aujourd'hui, côté on neuromusculaire. Ouais. commence à affiner un petit peu plus. On essaye d'affiner les vitesses un peu, enfin, les distances sprintées en prenant des pourcentages de Vmax. Donc, je pense que ce serait une des variables déjà qui rentrerait en compte. Peut-être la distance totale en deuxième. Ouais. En tout cas, un indicateur d'intensité comme la distance par minute. Et ensuite, je couplerai les deux avec les accès et les décélérations. Ok. Donc, un côté rythme dans la vitesse relative et un côté neuromusculaire, parce que je suppose, avec tout le suivi que vous faites, ce qui a le plus d'incidence en termes de. Ouais, c'est ce qui a le plus d'incidence. Euh, Même au niveau, enfin voilà, pour tout ce qui va être également protection des blessures aux ischios. Et puis voilà, on a fait des graphes qui ne sont pas du tout corrélés, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'est amusé à comparer à la fin de saison dernière euh, le ratio nombre de points et distance sprintée sur toute la saison, sur toutes les équipes de Ligue 1. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que en général, dans le côté gauche, bah, tu avais des équipes qui ont très peu sprinté et qui sont peut-être pas très bien placées. Mais évidemment, la corrélation n'est pas faite hein, du tout, du tout. Donc, il faut pas. Ouais. Corrélation n'est pas causalité. Non. Euh, sur les prépas, t'en as parlé tout à l'heure. Il y a Sandy qui est responsable de la partie prépa physique. Et sur le côté perf, il y a encore deux autres prépas. Comment ils se partagent les missions? Alors, du coup, ils ont un fonctionnement en fait à trois. Ils se répartissent. Donc, tu as évidemment le travail en salle, tu vas avoir le travail sur le terrain, tu vas avoir la gestion des joueurs blessés et des joueurs qui reviennent dans le groupe. Donc, c'est vrai qu'ils ont un roulement, ils ont leur fonctionnement à trois. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça, c'est une rotation. Donc soit l'un s'occupe bah, voilà, du joueur qui revient, qui a besoin de reprendre un peu de rythme, soit il s'occupe des joueurs qui ont joué la veille en salle et qui font de la mobilité. Donc voilà, c'est vraiment un système voilà, j'ai pas le mot, mais c'est un système de rotation entre eux. De rotation et d'équilibre sur les tâches. Ok, Exactement. super. Léo, c'est top. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire. J'aime bien clôturer par une question. Est-ce que tu pourrais me conseiller, enfin, qui est-ce que tu pourrais me conseiller pour une future interview? Est-ce que tu aimerais écouter quelqu'un à ta place dans les prochaines semaines? Ouais, alors j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit, mais Ça peut être un plutôt corps de un métier. poste. Hmm. Ouais. Un corps de métier, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller fouiller du côté de la nutrition et diététique dans le sport. Ou
côté psychologie, parce que je pense que c'est un des secteurs qui est, je ne vais pas dire sous-coté, mais peut-être pas encore totalement exploré au maximum dans le football de haut niveau. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant de trouver quelqu'un qui s'occupe un peu de l'aspect psychologique, psychique, émotionnel du joueur. Nous, on explore pas mal cet aspect de charge mentale, mais il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Donc, voilà. Ok, ça me parle complètement. Je pense que c'est deux sujets passionnants. La nutrition, parce que voilà, ça m'intéresse personnellement de par les formations et le cursus que j'ai. Et le côté psychologique et gestion du mental, je pense qu'il est un peu sous-coté pour le coup, faut le dire en France, contrairement à d'autres pays. Merci Léo pour ton temps. Écoute, je t'en prie, merci à toi Maxence pour l'invitation.